sujet qui est clé. Je pense qu'on, vu le temps imparti, on aura un peu de mal à rentrer vraiment dans le détail, mais on aura des retours d'expérience qui vont être vraiment intéressants sur la relation client et comment replacer la relation client au cœur de l'expérience en magasin. On l'a vu, on l'a abordé lors des précédentes tables rondes. On a vu que finalement cette approche client était clé aujourd'hui et comment aujourd'hui finalement ces enseignes, qu'est-ce qui est fait pour remettre cette relation client au cœur de l'expérience. Donc pour témoigner, aujourd'hui nous avons donc Alexandre Maillot qui est le cofondateur de Kineosoft. Nous avons Pascal Jonski qui est la DSI de Saint-Maclou, Pierre Villeneuve qui est directeur de la relation client de Ikea et Nicolas Hammer qui est cofondateur de Critizer. Voilà. Donc pour commencer, je vais me tourner vers Alexandre. Une petite introduction sur justement les enjeux de la maîtrise de la connaissance client sur le lieu de vente. Quels sont selon toi justement les enjeux liés à cette connaissance client et quelles sont les principales raisons justement de cette nécessité de connaître son client? Alors, pour parler des enjeux, je vais d'abord parler de ce qui existe sur le web finalement depuis une quinzaine d'années. Bon, moi je suis un ancien de 3 Suisses et donc on s'est pas mal penché, peut-être pas très bien, sur la relation client, mais c'est vrai que sur le web on a une quantité d'informations et d'outils pour connaître nos clients, hein. Tous les e-commerçants ont des bases de données extrêmement riches avec le comportement d'achat, la fréquence d'achat, qu'est-ce qu'ont acheté leurs clients. Sur le web, on a des outils de retargeting, de contextualisation, de personnalisation. On ne va pas parler des emails qui ne sont pas personnalisés, mais il y a quand même, vous avez chacun pu voir dans vos expériences d'achat que vous êtes allé vous renseigner sur un site web sur une PS3 pour votre fils de 8 ans, et justement, alors vous n'avez pas acheté, et puis justement, lors de votre prochaine connexion et navigation sur Google, on vous propose en promotion des PS3 et peut-être des choses pour votre fils de 8 ans. Donc, pour moi, l'enjeu sur le lieu de vente, c'est de porter toute cette richesse à la fois de connaissances clients et d'outils sur le lieu de vente. Moi, mon rêve en tant que client et le rêve de Kineosoft, c'est de permettre aux enseignes de faire partager toute cette connaissance client sur le lieu de vente, de connaître son client à partir du moment où il rentre en magasin, et pas seulement que quand il passe en caisse, parce que finalement, là où on a une occasion peut-être de connaître son client actuellement en magasin, c'est quand il nous donne sa carte de fidélité et qu'il passe en caisse. Donc pour moi l'enjeu c'est vraiment ça, c'est comment faire à travers des solutions, des comportements vendeurs, des comportements d'enseigne, pour faire partager toute cette connaissance client sur le lieu de vente, l'enrichir aussi, hein, parce qu'on parle de partager, mais dans la relation sur le lieu de vente, on a la chance d'avoir une quantité d'informations sur son client, quels sont ses projets d'achat actuels, d'achat futur. C'est aussi pouvoir les repartager avec le web pour une connaissance client vraiment unifiée et cross-canal. Donc là, je vais me tourner vers vous, Pascal. Concrètement, aujourd'hui, dans cette approche-là, chez Saint-Maclou, qu'est-ce qui est mis en place pour justement connaître ce client et puis finalement, quelque part, personnaliser cette approche qu'on peut avoir avec le client? Alors, en tant que DSI, déjà, je vais préciser que je n'ai pas dans mon périmètre la partie web, d'autant plus que je vois que mon collègue du web est là, donc je ne sais pas dire trop de bêtises sur le web, mais on va changer avec lui tout à l'heure. Nos enjeux, c'est bien entendu de mettre en place, j'ai bien entendu parce que c'est des sujets qu'on évoque depuis quelques temps, c'est de mettre en place un commerce
cross-canal maintenant, d'accord, puisqu'aujourd'hui Saint-Maclou a revu sa stratégie, et je vous invite, si certains d'entre vous ne l'ont pas encore fait, d'aller sur le magasin de Villeneuve d'Ascq qu'on a ouvert au mois de mai, qui incarne la nouvelle stratégie de Saint-Maclou, vendeur de solutions personnalisées en décoration sol, mur, fenêtre. Donc notre enjeu, c'est vraiment de mettre en place un commerce cross-canal, faire en sorte que le client puisse, quel que soit le canal qu'il utilise, le magasin, aujourd'hui Saint-Maclou c'est 160 magasins, que ce soit bien sûr à travers le web, mais aussi à travers la mobilité. J'en reparlerai un peu plus longuement, puisque nous on a aussi des vendeurs qui sont avant tout des vendeurs conseils, qui sont amenés à aller chez les clients. Donc là-dessus on est en train de travailler avec la mobilerie sur un projet de mobilité qui va bientôt voir le jour. Donc nous dans ce cadre-là, c'est bien entendu mettre le client au cœur du dispositif est un enjeu fondamental. D'ailleurs dans le cadre du plan stratégique IT qu'on a initialisé l'année dernière, le projet CRM, on l'a appelé comme ça, gestion de la relation client, est apparu comme la priorité du moment. D'accord. Donc pour nous, derrière ça, ça veut dire mettre en place des outils qui permettent à nos vendeurs déjà de mieux connaître le client. Alors ça passe par des choses toutes simples, déjà la mise en place d'un référentiel client unique, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois de ça. Aujourd'hui, avant la mise en place de ce service, justement, chaque client n'était connu que dans son magasin de référence, sur son canal de référence? Pratiquement, oui, c'est ça. En gros, oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, quel que soit le lieu de vente, et même à travers le web, le client est reconnu donc à travers ce référentiel client. Donc vous y voyez bien entendu tous les avantages que ça peut avoir pour le client d'être connu et reconnu dans n'importe quel magasin. C'est aussi pour les vendeurs la possibilité d'avoir l'historique, notamment de toutes les relations que le client peut avoir avec l'enseigne Saint-Maclou, toute la notion de ce qu'on peut appeler les points de contact. La notion aussi de qualifier, ce qu'on a introduit dans cette gestion de la relation client, l'habitation du client ou ses habitations. Donc on essaye d'aller un peu plus loin, bien entendu gérer tous ces projets, faire en sorte qu'effectivement le client se sente vraiment quelque part un peu unique dans une relation, quand on parle marketing, de relation one-to-one. D'accord, et donc ces nouveaux outils sont vraiment clés pour cette partie personnalisation, sont vraiment essentiels. Pour nous, c'est essentiel. Encore une fois, vendeur de solutions personnalisées, c'est vraiment, on est dans une relation, je dirais, on se veut dans une relation unique avec le client. D'ailleurs, chaque client, il y a pratiquement une histoire, si vous voulez. Donc voilà, donc c'est vraiment pour nous essentiel, aussi bien pour l'enseigne que pour le client, se sentir reconnu dans n'importe quel magasin, à travers le web, et puis de l'outil mobile qu'on est en train de développer aujourd'hui. Et pour extrapoler un petit peu, parce qu'on a parlé tout à l'heure avec PayPal, je ne sais pas si vous étiez déjà arrivé, de checking, et la possibilité finalement le client arrive en point de vente et il peut être automatiquement identifié. Est-ce que c'est, alors peut-être pas aujourd'hui, mais dans des étapes à venir, quelque chose auquel vous pensez ou... Alors pour l'instant on n'en est pas encore là. Moi j'ai un principe assez simple, c'est qu'on commence par le commencement, notamment les fondations. C'est un point qu'on peut aborder d'ores et déjà, mais aujourd'hui, on parle aussi dans le futur proche de ce qu'on appelle le click and collect. Bon, maintenant, pour faire du click and collect, je ne vais pas vous apprendre qu'il faut d'ailleurs avoir un certain nombre de fondamentaux, notamment en termes de gestion de stock, des choses comme ça. Donc on est en train d'engager chez Saint-Maclou aussi un vaste projet de refonte du système d'information et du back-office. Là, on quitte la relation client, mais ça fait partie de la relation client, parce que pouvoir fournir au client une information fiable sur un délai de livraison, sur un stock, ça fait partie de la relation client. Donc par rapport à votre question, non, on n'en est pas encore là. On verra après. Je pense qu'il y aura effectivement des choses qu'on pourra mettre en place
notamment sur des outils un peu plus innovants, plus dynamiques aussi pour le client. Des sujets qu'on avait déjà d'ailleurs abordés avec Alexandre sur ce qu'on a appelé le compagnon mobile, par exemple. Hein. Bon, voilà, donc moi je vais arrêter parce qu'après j'aurais plus rien à dire sur ce sujet. Très bien, merci. Pierre, justement, vous, cette personnalisation de l'approche client, comment elle est mise en musique, je dirais, chez Ikea aujourd'hui? Alors justement, ça va être difficile de compléter comme mon prédécesseur a déjà dit. Pour commencer, je dirais que le souhait, c'est de passer de la connaissance des clients à la connaissance de son client. Puisque pour le vendeur, la personne qu'il a en face de lui, c'est un client. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est effectivement les clients, on les connaît. Ça reste très souvent une moyenne marketing. En moyenne, notre client type, c'est une femme de 35 ans qui habite en moyenne à 20 km. Et ça, c'est le client moyen ou la cliente moyenne que l'on ne voit jamais en magasin. Parce que le vendeur a face à lui un client qui chacun de lui peut être reconnu différemment. Donc l'enjeu, c'est vraiment de passer de la connaissance des clients à la connaissance de son client. Après, ce que je dirais, la connaissance des clients, on l'a commencé il y a très longtemps, puisque ça fait très longtemps chez Ikea que nous avons des bornes. Donc avant, c'était des boîtes aux lettres, où les clients mettaient leur avis avec leur adresse. Depuis très longtemps, on fait des suivis clients, que l'on faisait sur des plans papier, avec des crayons papier. Donc depuis très longtemps, on accumule de la connaissance. L'enjeu maintenant, c'est ces différentes informations que nous avons collectées sur nos clients, dans différentes bases de données, puisqu'à ce jour on en a 15, comment faire en sorte d'en avoir qu'une seule. Et comment faire en sorte pour le vendeur que monsieur, madame, un tel que j'ai face à moi, c'est le client qui a hier téléphoné au centre de contact parce qu'il avait acheté une cuisine et qu'il a ouvert un dossier de réclamation. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir mettre en ligne toutes ces différentes informations. Un peu la même problématique d'ailleurs qui avait été évoquée, que vous évoquiez tout à l'heure, hein, c'est d'avoir ce référentiel produit, je dirais cross-canal, pour dire un gros mot par rapport à la première table ronde, mais en tout cas unifié et accessible depuis partout. Après, je dirais, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'avec les technologies actuelles, on peut accumuler de plus en plus de données. C'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données, comment on les articule de manière pertinente, et surtout, ce qui est intéressant, c'est plus avoir des... C'est pas tellement l'historique qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire en termes prédictifs. Le client qui a acheté une cuisine, il a acheté une cuisine, qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains mois? Il va peut-être rencontrer un problème. Quel achat de complément il peut faire. Donc je dirais, c'est comment traiter toutes ces informations de manière cohérente et pertinente pour les vendeurs, puisque donc on amasse des données considérables, on les stocke dans des data centers conséquents. Le vendeur, il reste avec son cerveau, demain, une bouche. Est-ce qu'il va être capable de retranscrire toutes ces informations de manière pertinente? Donc si on ne traite pas l'information de manière pertinente et utile, et pour le vendeur et pour le client, puisque moi je suis assez sceptique sur jusqu'où on peut accumuler la connaissance client. Dans le sens, je ne suis pas sûr que les clients acceptent de se sentir reconnus. Alors peut-être certains qui le souhaitent, on peut leur laisser le choix, mais je ne suis pas sûr de manière automatique on puisse dire à tous les clients qu'on va les reconnaître par reconnaissance faciale à l'entrée du magasin, et chaque fois qu'il va rencontrer un vendeur, on va l'appeler par leur nom. Donc aujourd'hui, plus l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance de manière prédictive et comment la rendre utile pour le vendeur et pas intrusive pour les clients. Alors pour revenir juste quand même sur un point peut-être sur la technologie, aujourd'hui toutes ces données qui sont disponibles, elles doivent être retransmises aux vendeurs d'une manière ou d'une autre. Quels sont actuellement éventuellement les projets qui sont mis en œuvre pour justement finalement apporter, mettre dans la main du vendeur qui va se retrouver face à ce client la connaissance de ce client? Aujourd'hui, donc on a la même démarche, hein, c'est step by step. Donc aujourd'hui, tous les outils que l'on offre en ligne aux clients, le but pour nous, c'est qu'ils les retrouvent dans le magasin via l'outil informatique. Par exemple, je constitue une liste d'achats sur le web, donc ça c'est déjà. Aujourd'hui, je peux automatiquement, elle arrive dans mon smartphone, si j'ai un compte, automatiquement elle arrive dans une base qui peut être récupérée par le vendeur en magasin. Donc j'ai fait une liste d'achat,
que j'ai enregistré son adresse mail. Le vendeur peut poser la question, avez-vous fait une liste d'achat? On la retrouve immédiatement. Donc on gagne du temps, on limite les heures de vente, et plutôt que de refaire la commande, on peut faire des achats supplémentaires. Donc c'est vraiment voilà, mettre à disposition en magasin tous les outils que le client trouve déjà en ligne. Très bien. Nicolas, là on va peut-être plutôt parler du côté client du coup, hein, puisque je vais te laisser présenter Critizer un peu plus en détail et ce que tu apportes comme service à la fois aux clients et à la fois aux enseignes. Mais justement, par rapport à ces services que tu mets en place, quels sont les bénéfices que peuvent en tirer les clients, les enseignes? Est-ce que ça participe finalement à cette construction de la relation et de la personnalisation? Alors, donc je commence par qu'est-ce que Critizer. Alors, le point de départ d'Alexandre est très intéressant parce que on a un constat chez Critizer qui est de dire en gros, aujourd'hui un consommateur lorsqu'il est sur un site web, il peut en 1 ou 2 clics vous envoyer un message qui peut être un problème, un compliment, une question, une suggestion. Cette démarche-là, qui est très simple et qui du coup permet de récolter des informations, on ne la retrouve pas du tout en magasin. C'est-à-dire qu'un consommateur aujourd'hui en point de vente, qui est notamment insatisfait, il a finalement très peu de canaux simples et efficaces pour s'exprimer. À tel point d'ailleurs qu'aujourd'hui, 96% des clients insatisfaits ne l'expriment pas directement à l'entreprise. Donc c'est beaucoup d'informations, notamment de l'information de clients insatisfaits qu'on perd, et que nous, on a cherché à récolter à travers Critizer. La réponse à ce problème-là, c'est une application mobile qui s'appelle donc Critizer, et qui permet aux clients d'abord de se géolocaliser dans le point de vente, et d'envoyer en 300 caractères un problème, un compliment, une question, une suggestion. On retrouve un peu l'esprit d'une boîte à idées dans un point de vente. On va simplifier la démarche du client, parce que du coup ça prend vraiment 1 minute pour envoyer sa remarque, et puis ça marche dans n'importe quel point de vente. Et 2, d'ailleurs le traitement que peut en faire l'entreprise est beaucoup plus simple, parce qu'évidemment, quand on digitalise ce genre d'information, le traitement c'est beaucoup plus rapide. On peut remonter l'information à la bonne personne, qui apportera derrière la bonne réponse. Et la réponse, et là c'est le côté bluffant de l'expérience, c'est la réponse dans la poche, comme si finalement on avait discuté par SMS avec le directeur du magasin. Et ça c'est un peu notre utopie de départ, c'est de dire comment on peut créer finalement la sensation du SMS entre un directeur et un consommateur, comme si on écrivait un peu à son ami de la même façon, avec la même proximité. Justement, alors, par rapport au retour d'expérience, est-ce que, je suppose, tu as beaucoup de retours de clients et même d'enseignes qui utilisent ce service. Concrètement, est-ce que ça aide vraiment à instaurer ce dialogue et quelles sont les améliorations qui sont mises éventuellement en place côté enseigne après ça? Alors effectivement, on a aujourd'hui plus de 130 000 téléchargements sur l'application, elle a plus de 12 mois, et on a 20 000 points de vente partenaires, donc on commence à avoir des échanges et de voir des belles expériences, des expériences qui sont très surprenantes. On parle d'amélioration, on arrive dans certains cas, alors pas à chaque fois, mais dans certains cas, à des améliorations en temps réel, où on joue sur la satisfaction client en temps réel. Je prends un exemple qui aujourd'hui notre plus grand client, c'est Market, Carrefour Market, qui aujourd'hui, lorsqu'il y a une remontée qui est faite, elle est remontée dans la poche du directeur, sur son smartphone, qui peut directement lui répondre, alors répondre et puis agir, ouvrir une caisse s'il y a un problème en caisse, éventuellement nettoyer un rayon si c'est sale, et là on va retrouver des problèmes qui sont liés finalement à l'expérience client. On n'est jamais dans des litiges compliqués avec des problèmes de garantie, etc. C'est toujours des problèmes qui sont à chaud, parce qu'on est sur un canal qui joue dans l'instantanéité, donc c'est de l'émotion quelque part. C'est parfois un peu tranchant, un peu vif, un peu dur à prendre, on va dire, pour l'enseigne, mais ça reflète une émotion à un moment T, et quand on prend le recul et qu'on sait répondre à ce genre d'informations, d'ailleurs on arrive à transformer l'expérience négative en quelque chose de très positif, une expérience positive, et à faire du client, lui apporter de la considération. On parlait de la reconnaissance, voilà, c'est de la considération. Le client dit qu'il y a un problème, mais j'ai eu des réponses du directeur directement dans ma poche, et je me sens un peu plus qu'un client. Vous créez des ambassadeurs en fait. À faire, moi, c'est ce que finalement, à travers une réponse, ouais, c'est qu'un client qui va pouvoir derrière dire à tous ses amis j'ai eu un problème dans tel magasin, et derrière il m'a répondu, j'ai éventuellement eu une compensation, et ça dans l'espace d'une heure ou deux, là c'est l'expérience qu'on a envie de partager derrière. Alors pour rebondir là-dessus, justement, donc chez Saint-Maclou par exemple, est-ce que c'est ce genre de service aujourd'hui, c'est quelque chose qui éventuellement pourrait rentrer dans le cadre d'une stratégie? Je veux dire finalement instaurer ce dialogue direct entre le magasin et le... Jusqu'à une certaine limite.
dans le sens où, vous avez bien compris, notre stratégie, c'est vendeur de solutions personnalisées, c'est-à-dire qu'on fait un métier vraiment de vendeur conseil. D'accord. Donc cette relation entre le client et le conseiller, pour nous, c'est notre valeur ajoutée. Hein. Donc, bien entendu, l'idée de mettre en place des outils qui facilitent le vendeur dans son acte de vente et aussi le client, bien sûr, mais jusqu'à un certain niveau. Donc à travers aujourd'hui ce qu'on est en train de mettre en place, bon, je vous ai fait part de ce qu'on appelle le CRM, la gestion de la relation client, avec ce référentiel client unique, ses points de contact, qualifier son habitation, la gestion de ses projets, d'accord, ses opportunités, tout ce qui est lead. Ça c'est un axe important pour nous qu'on a déployé sur l'ensemble de nos 160 magasins sur l'été dernier. Aujourd'hui il y a encore un travail d'appropriation à faire, hein, puisque là je vous fais une parenthèse, mais quand vous passez sur l'ensemble d'un réseau comme ça, 160 magasins, d'une base de données client local à un référentiel client unique, ça crée quelques bouleversements, vous voyez, je veux dire, en termes de conduite du changement. Pour les équipes, pour les terrains, pour les équipes, bien sûr, puisqu'on rentre dans une approche beaucoup plus transversale, de partage d'informations. Donc on enrichit l'information, et donc l'information en tant que vendeur que j'enrichis, elle va peut-être pas me profiter à moi directement. Vous avez constaté des freins oui, clairement. Aujourd'hui, il y a des freins dans le sens où il y a effectivement des vendeurs qui n'ont pas encore, compris vraiment le sens qu'on voulait donner à ce projet qu'on a appelé CRM. Donc ça, il y a un travail qu'on est en train de mener, que je suis en train de reprendre un peu en termes d'appropriation, d'accord. Donc ça, c'est important. Alors ça, c'est un axe. Le deuxième axe, je l'évoquais tout à l'heure, c'est sur la notion de mobilité. Donc là, on est en train de développer un applicatif mobile. Alors, on avait déjà fait un pilote qui a été très intéressant en termes de retour d'expérience, qui permet déjà, puisque le pilote fonctionne sur quelques magasins, qui permet aux vendeurs qui va à domicile chez le client, et on a pour Saint-Maclou, pour une enseigne, une chance inouïe d'aller chez le client, en termes de capitalisation d'informations, pour une enseigne comme Saint-Maclou, c'est extraordinaire, de pouvoir, faire avec le catalogue numérique, faire un devis, passer une commande. Donc c'est tout l'accès à l'information dans une posture mobile, d'accord, jusqu'à l'encaissement. Donc ça, c'est un projet qui va bientôt voir le jour, enfin tout au moins l'application. Bien entendu, pour Saint-Maclou, c'est aussi pour nous, en termes d'enseigne, de redonner une image un peu plus moderne, hein, par rapport à d'autres enseignes de ce type. C'est aussi par rapport à ça une façon chez les clients et par rapport aux pilotes qu'on a mis en œuvre, par rapport au retour d'expérience qu'on a des vendeurs, ça permet aussi la montée en gamme, ça rassure les clients, hein, c'est quand même plus rassurant de voir un vendeur qui arrive avec un outil qu'un vendeur qui va arriver avec un bout de papier et un stylo. Enfin, ça paraît idiot de dire ça, mais enfin, c'est aussi bête que ça. Monter en gamme, et voilà. Donc, et ça permet surtout d'accélérer le closing de la vente, d'accord, beaucoup plus facilement. Et le dernier sujet tout au moins qu'on est en train de travailler, et là mon collègue Franck Lille qui est dans la salle en parler mieux que moi, c'est le web, c'est-à-dire qu'on a donc à travers cette approche cross-canal vraiment créé ce référentiel, ce qui fait qu'aujourd'hui un client ou un non-client qui s'adresse sur le site web de Saint-Maclou à travers une liste d'envie, qui va demander un devis, va automatiquement, on va automatiquement créer un projet au niveau du magasin de rattachement, ce qui fait que ce même client qui ira dans le magasin sera reconnu par le vendeur et retrouvera le client ses informations qu'il aura pu saisir. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est des sujets qui sont d'actualité chez nous, enfin, sachant qu'il y a déjà des sujets qui sont opérationnels,
La suite, bah, ça va dans le sens de ce que vous disiez sur des choses un peu plus innovantes en termes de rendre un peu plus dynamique. Hein. Bon, je parlais tout à l'heure de ce que on appelait compagnon mobile. Bon, on évoquait sur les sujets un peu plus back-office, le click and collect. Voilà. On a parlé également à un moment donné sur tout ce qui est borne interactive, des choses comme ça. Nous, voilà, encore une fois, je dirais, nous, on trouve vraiment la bonne. Je rejoins un peu ce que vous disiez. Il faut aussi être prudent jusqu'où on veut aller en termes de relations clients. Hein. Il ne faut pas non plus que le client se sente, on va dire, entre guillemets, un peu fliqué. Hein. C'est un peu les réactions qu'on peut avoir de certains vendeurs qui nous disent aujourd'hui, bon, votre CRM c'est bien, mais bon, quand on a le client en face de nous et qu'on veut, je sais pas, je vous ai parlé qu'on voulait on veut qualifier l'habitation du client, ça a aussi certaines limites. D'accord ? Voilà. Donc il faut être prudent dans tout ce qu'on peut mettre en place aussi. Ouais. Pierre, je voulais revenir sur un point qu'abordait Pascal par rapport au frein, justement, à la mise en place, par exemple, du référentiel client unique. J'étais assez étonné, j'avoue, par ce retour. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ou au contraire, les vendeurs étaient plutôt contents d'avoir ces informations? Alors, les freins, c'est plus technique ou financier que vendeur dans un premier temps. Parce que c'est un peu le problème des bases de données, c'est plus on réfléchit, plus on veut de choses, plus on veut de choses, plus ça devient compliqué, plus ça devient compliqué, plus ça vaut cher, et plus ça vaut cher, plus on réfléchit. Et quand on a pris la décision, généralement, c'est plus d'actualité. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement modeste avec les bases de données, parce qu'après, c'est pour compiler des bases de données de millions d'informations pour faire grand chose. Donc qu'est-ce qu'on va faire de cette information? Voilà, il faut avancer étape par étape. Non, il n'y a pas tellement de frein de collaborateur, si ce n'est qu'il se demande si lui-même n'est pas surveillé. Donc ça, c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Maintenant, si l'information est vraiment pertinente et utile, si ça lui facilite la tâche, si ça lui enlève toutes les tâches ingrates, on va dire, oui, effectivement, c'est bien perçu en interne. Donc le frein, il est plutôt, même pas technique, il est plutôt financier dans un premier temps. Et surtout, qu'est-ce qu'on veut faire de cette information de manière pertinente? Parce qu'il y a un petit peu un fantasme de collecter plein d'informations, mais finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, donc je pense que c'est ça. Après, je pense qu'il faut être honnête avec le client. Où je suis un peu sceptique, c'est s'il faut que le client envoie un SMS ou quelque chose pour qu'on ouvre une caisse. La base du commerce, c'est d'avoir des caisses ouvertes. Donc voilà, s'il faut que le client envoie un SMS pour que les toilettes soient propres, voilà, les besoins finalement du client. C'est pas la technologie qui va remplacer le côté orientation client des collaborateurs. Voilà. Maintenant, après, il y a plein de choses intéressantes. Nous, on travaille sur les projets en cours. On travaille pour intégrer dans notre monétique systématiquement le recueil de la satisfaction client. Voilà, ça, on veut le faire. On travaille aussi, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre de faciliter les services offerts en magasin et sur le web ou vice-versa, la collecte des produits en retour. Aujourd'hui, c'est automatique, c'est que manuel en magasin. Si demain on la prépare via Internet, déjà on va pouvoir collecter pourquoi le client aller plus loin sur pourquoi il ramène des produits. Donc ça, c'est intéressant à savoir pourquoi le client ramène des produits. Et ça lui facilite son achat, puisque après on reçoit un code barre et c'est beaucoup plus facile en magasin. Donc il faut toujours qu'il y ait une utilité et pour l'enseigne et pour le client. Parce que si le client et pour le collaborateur aussi, puisque si les uns et les autres n'en perçoivent pas l'utilité, on risque d'engager beaucoup de dépenses pour pas forcément en faire grand chose. Donc je dirais, les freins c'est plus la finance et qu'est-ce qu'on veut faire de toutes ces données. Très bien. Alexandre, tu voulais ajouter? Je voulais rebondir sur la surdigitalisation ou équiper les points de vente de technologie. C'est vrai que maintenant c'est à la mode, on parle de magasins connectés, magasins cross-canal, magasins digitaux, et nous d'ailleurs on propose des solutions pour ça. Mais c'est absolument pas. Non, mais c'est absolument pas une fin en soi. Moi je pense qu'il est important, c'est comment permettre aux clients de trouver la bonne information, le bon produit, et puis d'acheter de manière très simple et fluide. Alors si ça passe par la technologie, tant mieux. Et comment donner une place aux vendeurs. Je voudrais juste témoigner de quelque chose qu'on avait mis en place, et qui est toujours d'actualité, avec Boulanger. Au début, on s'était dit, avec Boulanger, on va mettre en place
bornes d'extension de gamme pour que les clients aillent tout seuls sur la borne pour trouver des produits qui ne sont pas présents en magasin. Et bien, le constat, c'est que ça ne fonctionne pas. Parce que on avait tous ensemble oublié de se poser la question, qu'est-ce qu'attend un client quand il achète un produit chez Boulanger, donc d'électroménager, mais c'est vrai dans d'autres secteurs. Ce qu'il attend, c'est oui, du choix. Donc, soit l'extension de gamme est intéressante, mais c'est la rassurance du vendeur, le conseil. Donc finalement, la réponse qu'on avait apportée n'était pas adéquate. Et donc là, il y aurait en réflexion autour de tablettes pour recréer la relation entre le client et le vendeur. Et je reviens aussi sur le sujet de tout à l'heure, au sujet du click and collect. C'est pareil, on dit extraordinaire, on va permettre à un client d'acheter sur le web très facilement, puis de venir chercher en magasin. Mais est-ce qu'on s'est posé la question du process et de comment on va accueillir ce fameux nouveau client en magasin? C'est quelqu'un qui est allé sur le web pour se faciliter le shopping. Donc, pour moi, il me semble hyper important, sur le lieu de vente, de repenser un peu son accueil, contrairement aux autres. Donc c'est où est-ce qu'il va se garer? Est-ce que je lui mets une place réservée? C'est pas forcément du drive, je vais dans le coffre, mais est-ce qu'il va être simple pour se garer? S'il n'a pas payé sur le web, est-ce qu'il va devoir refaire la queue pour payer? Est-ce qu'il va faire la queue un peu en retrait pour attendre? Et puis si par hasard il ne veut plus son produit, et qu'il a déjà payé, est-ce qu'on sait lui rembourser? Donc c'est toujours au sujet de la technologie, en fait, la techno c'est facile, mais c'est quel parcours client et comment je réponds de la manière la plus intelligente possible à ces clients. Oui, si je peux ajouter quelque chose, parce que je ne suis pas sûr que la connaissance client donne le bon sens. Donc c'est voilà, il faut garder, toujours on demande souvent les qualités qu'il faut avoir, je pense que c'est surtout le sens des gens et le bon sens. Donc la technologie, ça peut aider, c'est très bien. Pour être fan de technologie, je trouve ça super. Mais il faut garder son bon sens. Et c'est vrai que le click and collect, donc c'est fabuleux, les gens achètent sur le web. Ils viennent chercher en magasin. Mais les magasins ont des heures d'ouverture. Donc on peut se poser la question, s'il n'y a pas d'autre solution plus pertinente que de devoir aller dans un magasin aux heures d'ouverture également. Donc je trouve ça les lockers, par contre, super intéressant, parce que ça va plus loin que le click and collect, c'est qu'on offre la possibilité aux gens, enfin aux clients, de commander quand ils veulent et de récupérer quand ils veulent, où ils veulent. Donc voilà, je pense que ça c'est une vraie démarche intéressante. Donc, la technologie, elle est faite pour aider, supporter, mais je pense que le comportement client, c'est surtout du bon sens en premier lieu. Et justement, par rapport à ça, du bon sens, vous disiez, apporter la connaissance client, par exemple le vendeur, derrière il y a toujours l'acte de vente qui est finalement un acte très personnel. Et finalement la place du vendeur aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas renforcée encore en lui donnant la clé, la porte vers le savoir, la connaissance client? Est-ce qu'on ne renforce pas encore son rôle, on n'en fait pas encore un ambassadeur de l'enseigne? Je pense qu'en fait, il n'y a plus de vendeurs en magasin. Je pense qu'il y a des gens qui apportent des solutions à des clients. Après, le client, il achète ou pas, mais il va acheter la solution qu'on lui aura proposée. Et je pense que c'est un peu le vendeur à grand-papa. Aujourd'hui, on doit s'intéresser, c'est quoi le besoin de mon client. Et donc ça, effectivement, la connaissance du client. Et c'est pour ça que je dis la connaissance prédictive est beaucoup plus intéressante. Un client qui aurait acheté chez nous il y a 3 ans un mobilier d'enfant, bébé, il y a de fortes chances que dans les 6 mois qui arrivent, il vienne, ou en septembre, ou au mois d'août, il va nous acheter une chambre pour la rentrée. Donc voilà, donc ça c'est une connaissance qui nous sert de prédire un peu plus l'avenir et de pouvoir donner aux vendeurs des arguments plus pertinents et fournir une solution. Maintenant, si la solution est bonne, la conclusion c'est que nous vendrons. Mais je pense qu'on a surtout des personnes qui identifient ou connaissent les besoins des clients et apportent la solution unique pour chacun de ces clients. Plutôt finalement que de lui apporter vraiment la connaissance sur l'état du client aujourd'hui, votre vision c'est de dire voilà, demain, par rapport à ce qu'on connaît de lui aujourd'hui,
on sait qu'il aura besoin de ça et on va Il lui va apporter. probablement se passer souci. Tout à fait. Très bien. Je voulais revenir avec Nicolas juste sur un point. Justement dans la notion de contact client et enseigne, je sais que vous aviez fait, il me semble que c'était l'année dernière, une démo dans le cadre de la New Shopping Experience organisée avec le Picom, d'une application justement Critizer, mais qui allait plus loin, puisque là l'idée c'était de non pas de contacter une enseigne, mais de contacter un vendeur, de contacter un spécialiste. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Il y a une chose sur laquelle Critizer et tout le monde est d'accord, c'est que la relation client, ça reste de l'humain, que nous on reste un canal, et que la force de Critizer, ça n'a du sens que si derrière la réponse qui est apportée est bonne, et si derrière l'amélioration qui est faite, ou l'amélioration en temps réel ou pas, qui est faite, est bonne également. Donc nous on est en fait finalement qu'un facilitateur de l'expression du consommateur, qu'on va remonter l'information à la bonne personne, et derrière on n'empêchera pas que ce sera quand même l'humain et l'homme qui fera que l'expérience est bonne ou mauvaise, parce qu'on a des cas de réponse sur Critizer qui sont clairement pas bonnes, et qui du coup vont à l'inverse du principe. Donc on est très conscient que l'homme reste vraiment au centre de la relation client, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on essaie de remonter l'information à la personne qui est la plus à même de répondre. Ça peut être le service client, ça peut être le directeur du magasin, et ça peut être le vendeur. Et effectivement dans ce cas-là, on a expérimenté avec Decathlon, dans le cadre d'une shopping expérience, la descente de l'information jusqu'au vendeur. En disant Decathlon à des chefs d'univers qui ont une grande connaissance de leur domaine, qui ont une grande connaissance également de leur rayon tout court, et qui du coup pouvaient apporter des réponses beaucoup plus précises, et du coup apporter justement, on parlait de la qualité de la réponse, la bonne qualité de la réponse qui fait que du coup l'expérience derrière est très bonne. Et ce qui est très intéressant dans ce cas-là, c'est que la réponse, on voit, alors les gens notent les réponses sur Critizer, donc on voit que la qualité de la réponse augmente considérablement. Et la deuxième chose, c'est que les vendeurs sont responsabilisés par rapport à ce qui se passe dans leur rayon. Ça, on retrouve également dans tous les points de vente que l'on déploie, et là où le directeur de magasin amène la réponse, il est valorisé, responsabilisé dans le fait que ce soit lui qui ait accès en premier à la remarque du client. Il y avait dans certains directeurs de magasin un peu un espèce de ras-le-bol de dire que cette information-là elle remonte au centre de contact. Elle concerne son point de vente, mais il n'y a accès que plus tard, ou beaucoup plus tard, et du coup il ne sait pas que c'est passé tel ou tel problème dans son point de vente. Là il est le premier, et ce que nous disait à chaque fois le directeur, c'est que ce sont leurs clients. Ils viennent dans leur point de vente, ils les connaissent, ils les voient parfois plusieurs fois par semaine, et c'est eux qui doivent être les commerçants finalement. Et c'est d'ailleurs un des grands principes de Carrefour Market, c'est de redevenir des commerçants, et pas seulement des gens qui mettent en rayon, des gens qui ont un contact et qui ont un échange avec les clients. Très bien. Alexandre, tu voulais ajouter un... Je voulais rebondir sur la notion de vendeur expert. Moi je trouve que quand on parle de tablettes pour les vendeurs, d'outils pour les vendeurs, c'est pas tout de porter sur le lieu de vente des choses en fait que le client pourrait lui-même voir lui-même avec son smartphone ou faire sur le web beaucoup plus tranquillement, mais c'est essayer de fournir au vendeur des solutions qui lui permettent de vraiment faire son rôle, pas de vendeur, justement de conseiller expert, dans le coaching, on va construire ensemble, je vais cerner ton besoin. Et je voulais témoigner d'une expérience qu'a fait Groupama. Là c'est un petit peu différent. Groupama, ils vendent des produits très compliqués et ils ne sont pas capables de former tous leurs conseillers à tous leurs produits, c'est des produits de défiscalisation. Alors ils ont décidé à travers la tablette de permettre à un vendeur qui n'est pas expert de rentrer en contact pendant la vente avec un vendeur expert qui lui est dans un centre d'expertise mutualisé. Et alors certes, il n'y a pas la relation physique de l'expert avec le client, mais il y a Groupama qui fait l'intermédiation. Et je trouve que c'est une manière assez intelligente d'utiliser la technologie pour vraiment apporter une réponse satisfaisante aux clients. Moi j'ai une formation de vente à la base, et on m'a toujours dit l'étape la plus importante dans la vente, c'est la découverte.
et comprendre le besoin du client. Et je pense que justement ces outils-là facilitent considérablement la découverte, puisqu'on a, au moment où on entame la discussion, déjà des informations qu'on va pouvoir vérifier avec le client, et puis savoir si on est bien d'accord, et du coup avoir une découverte complète et presque idéale, pour derrière argumenter beaucoup plus facilement et faire son métier de vendeur. Mais c'est vrai que le début c'est la découverte, et cette découverte-là elle est facilitée par les informations qu'on peut récolter par les différents outils qu'on a à disposition. Très bien, bah écoutez, je pense que pour cette table ronde, si vous avez des questions, on peut enchaîner sur les questions. Une question pour Critizer, mais on parle beaucoup de magasins, les magasins on sait à peu près où ils sont. Dans le magasin, savoir localiser un client c'est moins évident et ça a moins de valeur, mais comment vous faites pour localiser vos clients quand ils ne sont pas dans les magasins ou qu'ils sont proches des magasins? Est-ce qu'aujourd'hui la géolocalisation ça fonctionne et on n'en a pas trop parlé, mais en fait est-ce qu'il n'y a pas un risque de se tromper et de répondre au mauvais client qui n'est pas au bon endroit? Parce que quand je dis que voilà, à la Société Générale, je viens de sortir et ils n'ont pas voulu m'ouvrir au SAS, laquelle, même si je suis dans une ville, comment vous identifiez? Alors le moyen le plus simple et le plus rapide pour le consommateur, c'est la géolocalisation. Et pour le coup, c'est une technologie qui est très éprouvée maintenant. Vous pouvez l'utiliser, ça fonctionne très bien. Et dans le cas où le client est plus trop loin, on va dire, du point de vente, il peut le rechercher en mettant la ville et le nom du point de vente, et du coup récupérer la liste des points de vente dans la ville et trouver le bon. Derrière, c'est un cas qu'on a déjà eu notamment dans les réseaux très denses. On a Total comme client par exemple, et c'est vrai qu'il y a plus de 2500 stations de Total en France, donc c'est un maillage énorme. Et on a eu des cas effectivement où la remontée a été faite sur un mauvais point de vente. Et dans ce cas-là, encore une fois, c'est l'humain qui vient remplacer un peu l'outil et qui va, au travers de la discussion, comprendre que c'était pas le bon point de vente, que c'était pas un Total Access mais un Total tout court, ou que c'était pas la bonne station, et du coup après derrière traiter la demande comme il le faut. Maintenant, nous on essaie, à travers nos expériences, on essaie vraiment d'optimiser le choix du point de vente pour le client, et la géolocalisation en elle-même, c'est un outil qui est utilisé dans beaucoup d'applications et qui fonctionne très bien aujourd'hui. Alors une petite question, j'ai bien aimé le bon sens et que connaître le passé c'était bien et prédire l'avenir c'était beaucoup mieux. Comment vous gérez l'international? Est-ce que le comportement des clients, pour Saint-Maclou ou pour Ikea, est différent suivant les pays? Est-ce que vous en tenez compte ou c'est des systèmes séparés? Une vaste question. Globalement, en fait, déjà Ikea, on a 9500 articles. Ces 9500 articles sont vendus dans le monde, c'est exactement les mêmes, que ce soit aux USA, en Chine. Donc en fait, on dit souvent quelles sont les différences. Aujourd'hui, les clients, nos 9500 articles, on les vend dans le monde entier. Donc finalement, il n'y a pas tellement de différence que ça. Après, en termes d'habitat, puisqu'on vend des solutions d'aménagement, on vit dans des maisons, on vit dans des appartements. Maintenant, on vit dans un appartement à Paris ou on vit dans un appartement à Shanghai. Quelque part, ça va être les mêmes contraintes de place, d'arrivée d'eau, d'électricité pour une cuisine. Donc il n'y a pas tant de différence de ça en matière d'achat. Maintenant, si on prend la Chine par exemple, aujourd'hui, effectivement, en Chine, dans notre magasin de Shanghai, les clients viennent, s'installent dans les lits et passent la journée dorment. Mais quelque part, c'était le cas aussi en France il y a 30 ans. En France, quand les magasins Ikea sont venus, on y passait la journée. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que l'IKEA est moins, non pas différent, mais moins innovant qu'il pouvait l'être il y a 30 ans. Donc voilà, finalement, il recrée des comportements qui nous paraissent étonnants, mais finalement étaient les comportements qu'on avait il y a 30 ans. Donc après, il y a des différences, non pas de comportement d'exigence, si on revient sur la France. On sait par contre que dans le sud de la France, pendant 3 mois l'été, on a une clientèle étrangère, spécifiquement anglaise et suédoise, qui sont spécifiquement exigeants. Donc on crée par exemple au centre de relations clients un dispositif spécial. Parce que les Suédois, pour eux, Ikea c'est suédois, donc ils ne comprennent pas que Ikea en France, pour des Suédois, il n'y a pas un traitement spécifique, parce qu'eux ils sont suédois. Et les Anglais, eux, ils ont un comportement très différent, ils sont habitués à, dès qu'il y a le moindre problème, à aller dans les émissions de télé, d'appeler le Julien Courbet anglais, etc. Donc dès qu'il y a le moindre problème, si on ne les prend pas
si on ne les traite pas tout de suite, ils seront extrêmement difficiles après. Voilà, donc c'est des comportements différents, mais enfin, c'est des micro-comportements vraiment que des comportements très très différents. Par contre, je voudrais juste quelque chose sur la géolocalisation, parce que ce qui me paraît important quand même, c'est l'éthique qu'on a avec ses clients. Et moi, je pense qu'il faut vraiment se poser des questions sur quelles limites on se donne, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on adresse au client. Si le client souhaite être géolocalisé, pourquoi pas, mais est-ce qu'on l'informe qu'il peut être géolocalisé? Moi, je pense qu'il faut vraiment se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec tout ce qu'on récolte sur les clients sans forcément se poser la question. Et après, pour revenir au bon sens, c'était votre première, alors si on prend IKEA, on est en train déjà de commencer à équiper nos magasins, parce qu'on parle beaucoup de la 3G, de la 4G. Il y a quand même beaucoup de magasins, aujourd'hui il est impossible de téléphoner, surtout dans nos magasins qui sont très grands, avec beaucoup de béton et de métal, mais c'est le cas aussi pour les centres commerciaux. Donc s'il est impossible de téléphoner avec un téléphone, ça commence d'être gênant. Donc on va commencer nous par s'équiper tous les magasins de 3G indoor, ce qui représente des investissements quand même assez importants. Donc il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on voudrait faire, ce dont on informe le client, ce qu'il est prêt à accepter et qu'est-ce qu'on en fait.